les controverses sur la vaccination sont nées avec la vaccination. Et si on regarde la littérature du XXe siècle, on voit que les philosophes, notamment Voltaire, dans la lettre philosophique sur l'insertion de la petite vérole en 1734, ou Bernoulli, dans l'histoire de l'Académie royale des sciences de Paris en 1766, ou d'Alembert, dans le mémoire sur l'application du calcul des probabilités à l'inoculation de la petite vérole, en 1761, donc déjà les philosophes s'interrogeaient et polémiquaient sur l'intérêt des vaccins, ceci à l'occasion du seul vaccin qui était disponible à l'époque, qui était le vaccin contre la variole. Et puis, un peu plus tard, il y a eu en Angleterre de véritables émeutes lors de la mise en place d'une obligation vaccinale contre la variole, laquelle obligation avait pour but de permettre aux pauvres d'accéder à la vaccination. Ceci a déclenché, d'abord, ça a été l'objet de la création des premières ligues antivaccinales et qui ont mobilisé jusqu'à faire des émeutes dans les rues et qui ont finalement abouti au début du XXe siècle, à l'arrêt de l'obligation vaccinale en Angleterre. De même, à Rio de Janeiro, il y a eu des émeutes au début du XXe siècle contre l'obligation vaccinale contre la variole. Donc, encore une fois, c'est quelque chose de tout à fait... les polémiques sont l'enfant naturel de la vaccination. Alors, on ne va pas toutes les prendre en considération parce qu'elles sont nombreuses. Simplement, nous aborderons trois des polémiques les plus classiques, qui sont l'hépatite B, l'aluminium et l'autisme. Il faut préciser que les polémiques ne sont pas spécifiques à la France. Elles existent dans tous les pays. Le sujet des polémiques peut varier d'un pays à l'autre. Ces polémiques, elles sont déclenchées et entretenues par les milieux antivaccinaux. Ces milieux antivaccinaux, ils sont peu nombreux, mais ils ont un pouvoir de nuisance qui est important et notamment qui a été renforcé du fait grâce aux réseaux sociaux et à l'Internet. Ces polémiques sont également entretenues par le silence des autorités de santé. Et c'était le cas en France, où depuis la fin des années 90 et la polémique sur la vaccination contre l'hépatite B, les autorités de santé se sont abstenues de tout commentaire vis-à-vis des polémiques. Et en ce sens, l'obligation vaccinale, telle qu'elle a été mise en place, représente un geste fort en rupture avec les politiques précédentes. Donc parmi ces polémiques, il y en a deux qui sont essentiellement franco-françaises, qui sont l'hépatite B et l'aluminium, et une autre qui est plus spécifiquement anglo-saxonne et qui concerne le rapport entre ROR, vaccination par le ROR et l'autisme. Alors, tout d'abord, la polémique concernant la vaccination contre l'hépatite B. En 1995, la France, le gouvernement, le ministère de la Santé français, a décidé d'appliquer les recommandations de l'OMS qui étaient de vacciner contre l'hépatite B tous les nourrissons et les adolescents. Cette recommandation, qui a été traduite dans le calendrier vaccinal, a entraîné un engouement excessif pour la vaccination, engouement excessif qui a abouti au fait que 75 millions de doses de vaccins hépatite B ont été administrées en quelques mois, et ces vaccins ont été essentiellement administrés à des adultes jeunes qui n'étaient pas concernés par les recommandations vaccinales et à des adultes jeunes à l'âge où apparaissent les maladies auto-immunes. Et ainsi, en 1997, ont été notifiés des cas de sclérose en plaques chez des personnes récemment vaccinées, et ceci a déclenché des polémiques qui ont abouti en 1998 à
l'interruption par le ministre de la Santé de l'époque de la vaccination contre l'hépatite B qui avait été mise en place dans les collèges pour les adolescents. Cette polémique, elle a donc enflé et elle a persisté, bien que de très nombreuses études, il y a eu une dizaine d'études qui ont été pratiquées dans plusieurs pays, et ces études, à l'exception de 2, qui étaient des études biaisées, ont nié l'existence de la vaccination, de lien entre la vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques, et une méta-analyse de toutes ces études a été pratiquée et a conclu qu'il n'y avait pas de lien entre la vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques. Il y a eu également, en France, plus spécifiquement, une étude cas témoin qui était réalisée chez l'enfant, qui avait montré qu'il n'y avait pas de lien entre la vaccination des enfants et la survenue ultérieure d'une maladie démyélinisante. Et puis, cette étude a été reprise secondairement et a comporté des manipulations avec de multiples études en sous-groupes, ce qui est interdit sur le plan de la règle concernant les essais. Eh bien, il est interdit de faire des études en sous-groupe lorsqu'une étude a montré que l'effet principal n'était pas significatif. Eh bien, malgré tout, il y a eu des études en sous-groupe qui ont permis d'aboutir à la conclusion qu'un des vaccins, le vaccin Engerix-B, augmentait le risque de survenue d'une maladie démyélinisante dans les 3 ans qui suivaient la vaccination. Et cette étude a relancé la polémique. Alors, il y a eu depuis d'autres études, et notamment une étude de cohorte aux États-Unis qui a montré que si on regarde dans les 3 ans qui suivent la vaccination, le risque d'avoir une sclérose en plaques entre vaccinés et les non-vaccinés, il n'y a pas de différence. Par contre, si on regarde dans le mois qui suit toute vaccination, eh bien, il y a une augmentation du risque de survenue d'une sclérose en plaques. Alors, ça veut dire que la vaccination hépatite B ou autre vaccination, comme toute stimulation immunitaire, peut précipiter le passage de la sclérose en plaques de la phase asymptomatique à la phase symptomatique, en se rappelant que lorsqu'on déclare une sclérose en plaques, eh bien, on a des lésions de démyélinisation qui existent depuis plusieurs années. Donc la vaccination ou toute stimulation immunitaire peut provoquer le passage de la phase asymptomatique à la phase symptomatique, mais en aucun cas la vaccination n'est responsable de la maladie. Deuxième type de polémique franco-française, celle-ci concerne ce qu'on appelait la myofascite à macrophage. Un groupe français, un groupe de recherche français a montré, a publié en 1998 qu'on observait des granulomes qui contenaient dans l'aluminium, dans le deltoïde de patients qui présentaient des troubles mal étiquetés de type neuromusculaire, donc qui avaient motivé la pratique d'une biopsie musculaire. Et rapidement, ont été incriminés l'aluminium des vaccins et notamment des vaccins de l'hépatite B, puisque ça concernait les adultes et que ces adultes avaient souvent été vaccinés contre l'hépatite B. Donc, au départ, c'est présence de granulomes contenant de l'aluminium dans le deltoïde, c'est-à-dire dans le muscle dans lequel on injecte les vaccins. Et puis, dans un deuxième temps, ces auteurs ont cru pouvoir affirmer que ces malades avaient non seulement des troubles neuromusculaires, mais également avaient des signes d'atteinte du système nerveux central. Et puis, ils ont réalisé des études expérimentales sur la souris
assez contestables dans leur méthodologie, parce que notamment ils ont utilisé des souris particulières qui avaient une altération de la barrière hématoméningée, eh bien, ces auteurs ont affirmé que l'aluminium injecté dans les muscles par les vaccins pouvait migrer dans le cerveau. Mais personne n'a jamais démontré que la présence d'aluminium dans les muscles était associée à une pathologie quelconque et que le fait d'avoir un peu d'aluminium dans le cerveau, ce que l'on savait, il y a de l'aluminium dans beaucoup d'organes, dont le cerveau, mais on n'a jamais démontré que la présence d'aluminium était corrélée à une quelconque maladie. De nombreux rapports ont été faits en reprenant toute la littérature concernant aluminium et vaccins, et tous ces rapports, l'Académie de médecine, du Haut Conseil de la santé publique ou plus récemment de l'Académie nationale de pharmacie, tous ces rapports concluent qu'il n'existe pas de lien démontré entre l'aluminium des vaccins et une quelconque pathologie. L'aluminium est utilisé comme adjuvant dans les vaccins, c'est un adjuvant indispensable à l'efficacité de la plupart des vaccins inactivés, et aucun pays n'a remis en cause la sécurité de l'aluminium dans les vaccins. La troisième polémique concerne le lien entre la vaccination par le ROR et l'autisme. Et cette polémique vient d'Angleterre et remonte à 1998 à une publication d'une équipe dirigée par Wakefield, une étude portant sur 12 enfants et qui prétendait que ces enfants, que 8 de ces 12 enfants présentaient des troubles de type autistique associés à des troubles digestifs et que le début de ces troubles remontait à l'administration du vaccin rougeole, rubéole, oreillon. Alors, cette publication était en soi tout à fait légitime, mais on s'étonne quand même qu'elle n'ait pas été accompagnée d'un éditorial. On ne sait pas trop si les reviewers ont été sérieux, et d'ailleurs on a vu ultérieurement qu'ils n'avaient pas été sérieux puisque les données étaient truquées, et qu'il y a eu très rapidement des accusations qui ont été portées contre Wakefield sur des tas de malversations, accusations qui ont été niées par le Lancet. Et finalement, il a fallu attendre la décision du General Medical Council, c'est l'équivalent du Conseil de l'ordre des médecins, qui est allé mettre son nez dans les dossiers qui avaient abouti à la publication de Wakefield et qui a conclu à des malversations et qui a radié Wakefield, qui a interdit l'exercice de la médecine à Wakefield. À la suite de ça, il y a eu des attaques dans le British Medical Journal et dans la presse publique pour que le Lancet rétracte l'article, ce qu'il a fini par faire, bien que cet article soit toujours consultable sur le site du Lancet. Et cette controverse, donc, qui a été essentiellement anglo-saxonne et notamment anglaise, a abouti à une chute de la couverture vaccinale dans le Royaume-Uni, qui a entraîné une réapparition, une augmentation de l'incidence de la rougeole et secondairement la remise en place de campagnes de vaccination, de rattrapage qui ont réglé le problème. Alors, cette polémique, d'ailleurs, elle se poursuit notamment dans les pays anglo-saxons, bien qu'il y ait eu de très nombreuses études. Il y a eu de très nombreuses études qui ont été pratiquées dans de très nombreux pays, et toutes ces études, sans aucune exception, ont conclu qu'il n'y avait aucun lien entre l'autisme et la vaccination contre par le ROR. En plus, il a été démontré que Wakefield
avait été financé par un consortium d'avocats qui réclamait une indemnisation à l'État. En plus de ça, il avait déposé un brevet pour un vaccin rougeole monovalent, alors qu'il attaquait le vaccin trivalent. Il avait recruté ses patients parmi les familles des plaignants, ce qui est quand même un peu curieux, et il avait pratiqué des examens sans l'avis de comité d'éthique. Et puis surtout, on a dit que le Conseil de l'ordre est allé retourner dans les dossiers de la publication du Lancet. Eh bien, il apparaît, quand on regarde la publication du Lancet et ce qu'il y a dans les dossiers, c'est que les données de ces publications ont été truquées et que notamment Wakefield disait que tous les patients avaient un autisme régressif alors que dans les dossiers, il y en avait 9 sur 12. Lorsqu'on regarde le colite spécifique, il y en avait 3 sur 12. Lorsqu'on regardait l'autisme, il y en avait 6 sur 12. Lorsqu'on regarde la chronologie, c'est-à-dire que les troubles ont bien commencé après la vaccination, il n'y en a que 2 sur 12 dans les dossiers, et que finalement, aucun des patients de la publication du Lancet n'avait les 3 critères comme l'affirmait Wakefield. Malgré toutes ces démonstrations de malversation et malgré le fait que ce lien soit infirmé par les études épidémiologiques, la controverse n'est pas terminée. Alors, pour terminer, quelques questions, quelques réponses à des polémiques telles qu'on les entend régulièrement. Par exemple, l'aluminium des vaccins. Alors, l'aluminium des vaccins, est-ce que l'aluminium des vaccins pose problème ? Eh bien, la réponse, c'est que il y a 70 ans de recul d'utilisation de l'aluminium dans les vaccins et aucune preuve scientifique que ce produit cause le moindre problème. Autre polémique, très souvent entendue, on vaccine trop jeune. On vaccine trop jeune, oui, mais les maladies contre lesquelles on vaccine surviennent très jeunes. Par exemple, la coqueluche, c'est les enfants de moins de 6 mois. Hémophilus, les méningites à hémophilus, c'était les nourrissons. Les méningites à méningocoque, c'était les nourrissons. Donc, si on veut être efficace, il faut vacciner avant l'âge de survenue de ces maladies. En plus, les vaccins ont été testés, et si on vaccine à partir de l'âge de 2 mois, c'est parce que les études ont montré qu'à cet âge-là, les vaccins étaient efficaces et ne posaient pas de problème spécifique de tolérance. Autre polémique très souvent entendue, les vaccins combinés sont inefficaces ou dangereux. Il faut savoir que pour qu'un vaccin combiné ait une autorisation de mise sur le marché, il faut que la firme ait démontré au préalable que la réponse immune pour chacune des valences du vaccin est identique à celle qui est obtenue avec un vaccin monovalent. Et il faut d'autre part démontrer que les effets indésirables sont comparables à ceux qui sont observés lorsqu'on administre de façon séparée les valences que comporte le vaccin, ce vaccin combiné. Autre polémique très souvent entendue, la multiplicité des vaccins administrés aux nourrissons altère le système immunitaire. En fait, dès la naissance, le système immunitaire de l'enfant doit dépendre à des stimulations beaucoup plus intenses que celles de tous les vaccins réunis. Et on peut affirmer que si on administrait les 11 vaccins en même temps, on mobiliserait 1/1000 des capacités du système immunitaire du nourrisson. Donc, ces vaccins n'altèrent pas, ne surchargent pas le système immunitaire comme cela est très souvent entendu. Enfin, l'obligation vaccinale a été mise en place pour augmenter les profits de l'industrie pharmaceutique. Eh bien, tout d'abord, l'industrie pharmaceutique n'intervient pas dans les recommandations vaccinales, quoi qu'on en dise. Et d'autre part,
On a vu que les couvertures vaccinales pour la plupart des vaccins dépassaient 95%. Par conséquent, le gain escompté de couverture vaccinale et donc de profit pour l'industrie du vaccin, ce gain de couverture vaccinale va être à la marge, il va porter sur quelques pourcents et donc ça ne va pas augmenter de façon significative les profits de l'industrie du vaccin.